Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Nico 1.7o. Socialisation versus privatisation. On sort d'une période où des Jeux Olympiques se sont tenus en France. Événement exceptionnel car cette manifestation a lieu tous les 4 ans, simplement. Et des Jeux qui se tiennent dans un pays déterminé, chose encore plus rare. De mon vivant, je sais que des JO ont eu lieu à Paris une fois, mais en connaîtrais-je d'autres? Rien de moins sûr. A priori, c'est plus qu'improbable. Mais comme dit la formule, on ne connaît pas les deux bouts de sa vie. Sans enlever la magie du sport ou encore les efforts de se surpasser des athlètes qui ont travaillé fort pour bien figurer, pour ce qui me concerne, la compétition sportive s'est vue quelque peu éclipsée par tout un contexte, dirons-nous. Contexte de contestation de ces Jeux tout d'abord. En effet, nombre de référendums se sont tenus et les populations ont localement désapprouvé la candidature de leur ville au pays. Laissant Paris seule en piste, seule candidate et qui a donc logiquement gagné, dirons-nous. Faute de projets alternatifs, certes, mais voilà qui ne restera pas dans le livre d'histoire, contrairement au fait que la capitale française aura accueilli les compétiteurs du monde entier en cet été 2024. Cela ne s'arrête pas là, en fait. Les mouvements de contestation de ces Jeux pour leur non-sens écologique demeurant plutôt marginal. Plus fréquents, certes, mais encore insuffisants. La prise de conscience n'est pas généralisée. En particulier au regard du fait que les Olympiades sont devenues l'heure de gloire des grandes marques multinationales, cette édition tout spécialement. On avait l'impression plus que jamais qu'elles étaient à la baguette. Il ne leur manquait plus que le béret. Petite blague d'autodérision à la française. À cela se greffe le contexte politique d'un président qui s'est vu renvoyer sa propre grenade dégoupillée, pour reprendre sa formule, dans les jambes et qui tentait de ne pas perdre la face, à un moment crucial. Un moment de focus sur le pays qu'il dirige. Timing loin d'être parfait, comme vous l'aurez compris, plutôt embarrassant, ajouterai-je. Président qui sera apparu au passage assez peu en adéquation avec sa fonction, s'agitant tel un manager de la Team France. Multipliant les accolades aux vainqueurs et assurant le show de son poste d'observateur privilégié et désireux d'outrepasser son statut réel. Après cela, la droite viendra nous parler de l'abaissement, voire de l'affaissement de la fonction présidentielle avec la gauche. Voilà qui fait bien rire. On avait l'habitude d'un Macron qui tenait davantage du manager d'une start-up plutôt que d'un chef d'État. Là, on est dans une forme de continuité, version sport. Bref, sans doute toute cette effervescence du pensionnaire de l'Élysée avait pour objectif de faire oublier la situation difficile du pays politiquement parlant. Oublier aussi le naufrage du parti qu'il a fondé. Parti successivement passé de la majorité absolue à une majorité relative, puis à une défaite en rase campagne dans la foulée. La grande dégringolade, en somme. Les chiffres parlent plus que 1000 démonstrations. Un shift de plus de 289 députés à moins de la moitié. Le groupement de partis autour du président finissant avec un total de 140 députés. Ce qui nous rappelle que Renaissance ne rime pas avec réjouissance. Sinon, comment ne pas parler au moins brièvement de la cérémonie des Jeux, source de nombreuses polémiques, les choix artistiques de Thomas Joly n'ayant pas été du goût de tous. Et encore, c'est un euphémisme. Entre les vagues anti-trans se déchaînant mondialement, en particulier sur les réseaux sociaux, les religieux offusqués de certaines scènes dégradantes, voire blasphématoires, à leur sens, Philippe Catherine version Schtroumpf dans le plus simple appareil et tout. Pas mal d'encre aura coulé, et cette performance artistique ne sera pas passée inaperçue, dirons-nous. Si l'art a pour but de ne pas laisser indifférent, alors monsieur le directeur artistique de la cérémonie aura plus que rempli sa mission. Il aura même été au-delà des espérances, je pense. Il y aurait matière à trouver le fait marquant, parmi ceux que je viens d'évoquer, si on ne devait garder qu'une seule image de Paris 2024. Mais pour ma part, ce que je vais retenir est d'un registre tout autre. Pour moi, le truc des Jeux Olympiques aurait été ces athlètes américaines faisant part de leur étonnement devant le système social dont auront pu bénéficier les sportifs pour l'occasion. Des soins gratuits, des examens sans avoir à dégainer la carte bleue, fait limite extraterrestre pour des représentants états-uniens. Bref, un environnement aux antipodes de la situation qu'elles ont dans leur pays, une sorte de voyage en terre inconnue pour elles. Un choc des cultures, d'une certaine façon peut-être. Malgré la forme de joie et de fierté de voir le modèle de sécurité sociale mis en avant, aussi triste cela puisse-t-il être, on avait envie de rappeler à cette jeune femme de la team rugby US que son pays, pour qui elle concourait pour l'occasion, avait été le modèle ayant servi de socle au détricotage de notre système et de nos droits. J'avais envie qu'elle prenne conscience qu'il fut un temps, tout était pris en charge, que le besoin de souscrire aux assurances privées chez nous n'existait pas. On était dans le zéro reste à charge.
Que le système de santé mis en place par Ambroise Croizat et les vilains communistes était géré par les travailleurs sans intervention de l'État, géré démocratiquement et tout et tout. Et enfin et surtout qu'alors, personne ne mourrait faute de moyens. Les pauvres ne renonçaient pas à se soigner. À contrario de ce qui se produit dans son pays, des gens ne faisaient pas banqueroute pour s'offrir certains types de soins et prestations, notamment lorsqu'ils devaient subir des traitements lourds. D'ailleurs, on s'appuiera sur la situation américaine ultérieurement, pour illustrer d'autres faits. Une chose est sûre, c'est que nos pays ont basculé dans autre chose à force de se livrer à l'américanisation à tout crin. Pourquoi ai-je gardé ces symboles pour ces jeux ? Et pourquoi est-ce que je vous dis cela ? Car, pour ma part, cela nous replonge dans cette opposition entre socialisation et privatisation, entre des formes de sociétés collectivistes et capitalistes. L'échec supposé des sociétés socialistes ou socialisantes. On nous dit souvent que les tentatives de forme de société socialiste ont toutes tourné au vinaigre, qu'elles ont échoué. Souvent, ces propos sont tenus avec une bonne dose de mauvaise foi ou de méconnaissance, il faut bien le reconnaître, parfois même les deux conjointement. En tant qu'insoumis, les fameux Cuba et Venezuela nous étant constamment balancés dans les pattes ou jetés au visage comme autant de preuves supposées et absolues que ce qu'on raconte ne fonctionne pas. D'ailleurs, que ce modèle ne marchait nulle part. On va faire comme si on n'était pas encore dans les tentatives de libéralisation forcenée et l'inspiration thatchérienne, quand bien même ces recettes auront été appliquées partout pendant des décennies et n'auront marché nulle part. Et pire, qu'en France, on aura continué à s'essayer à leur application en dépit de l'échec constaté partout ailleurs au préalable. Revenons-en à mon fil conducteur, après cette courte parenthèse. Naturellement, les gens qui nous opposent ces deux cas de figure occultent les situations très différentes d'un coin à l'autre pour commencer. Ensuite, ils se seront fortement appliqués à ne pas nous parler du rôle de l'oncle Sam en arrière-plan, ou encore d'évoquer ces tentatives de déstabilisation des nations en question, ainsi que les embargos mis en place par les Nord-Américains pour prouver que ces modèles ne sont pas viables, et surtout faire en sorte qu'ils ne se propagent pas. Pour les possédants, il n'est jamais bon qu'une bonne idée se répande, à moins qu'elle ne leur soit profitable. Par confort, on ne s'attardera pas sur les manipulations pour faire sombrer les dites économies en faisant des tractations ayant pour conséquence la chute du prix du baril de pétrole, par exemple, dans des pays où il s'agit de ressources essentielles et sans quoi le pays ne peut pas survivre, tout simplement. Et on ne parle même pas d'intervention de type militaire, parfois échouant lamentablement et faisant passer les commanditaires pour des clowns. Certaines chaînes YouTube de commentateurs de la gauche américaine ayant relayé, par exemple, la déroute complète d'une milice privée agissant pour le compte des USA, qui, tentant une attaque sur le Venezuela, s'est fait infliger une débâcle, se faisant stopper tout de go et ne parvenant pas à atteindre le territoire vénézuélien. Si on a tous des réserves sur ce qui se passe à Cuba ou au Venezuela, ce n'est pas pour autant des faillites tout-terrain qu'on constate là-bas. Le système médical de Cuba étant très performant en dépit des incroyables difficultés générées par l'embargo US et les pénuries savamment organisées. On a tous en mémoire l'aide fournie par ce petit pays des Caraïbes à de bien plus grosses puissances durant la période du Covid-19. Le pays en question étant tout à fait heureux de voir débarquer des médecins, de très bon niveau qui plus est, en renfort fussent-ils cubains. On peut aussi parler de la mission Milagro et des gens qui n'y voyaient plus rien, et qui ont été soignés et sauvés en quelque sorte. Cela fait sens, pour illustrer que Cuba n'est pas un échec, un point c'est tout. Pour le Venezuela, érigé en épouvantail, il va sans dire que l'échec de Chavez aura sûrement été de ne pas parvenir à diversifier davantage l'économie du pays. Économie dépendant trop de la manne pétrolière. Pourtant, cet affreux modèle à ne suivre sous aucun prétexte selon nos adversaires a permis la constitution d'une classe moyenne qui n'existait pas auparavant. Transformer des masses de pauvres en classe moyenne, quelle abomination! C'était la petite touche habituelle d'ironie. La peinture est sommaire, mais vous aurez compris l'idée. Morale et capitalisme, un système hyper vertueux. Il est tout aussi drôle de voir les chantres du capitalisme se dresser en perle morale et nous vanter le système économique qu'ils soutiennent. Tout d'abord parce que les 10 pays riches, capitalistes, etc. sont souvent loin d'être parfaits en tout point, à commencer par la tête de gondole des États-Unis.
Pays qui garde la tête hors de l'eau grâce à son complexe militaro-industriel et son implication dans nombre de conflits à travers la planète. Pays où des gens meurent par manque de moyens ou font banqueroute pour parvenir à se soigner. Pays où nombre d'infrastructures tombaient ou tombent en ruine, faute d'entretien. Pays où le tout-voiture est le modèle dominant. Pays dont la dette est énorme et dont une partie significative est dans les mains des Chinois. Pays dont l'économie est hautement financiarisée ou encore boostée par des produits financiers toxiques. Pays où les inégalités sont extraordinaires aussi. Drôle de modèle en somme. Sinon, il y a ce truc qui serait assez risible que font certains de nos opposants. Entre autres anathèmes, nous proposons un nombre de morts supposément très important en guise de bilan du communisme, comme preuve incontestable que socialisme et communisme sont voués à l'échec. Désolé de leur rappeler ceci, mais si on devait dresser un tel bilan concernant le capitalisme, alors les formules autoritaires du communisme auraient des allures de promenade de santé ou d'enfants de cœur, à comparaison avec le capitalisme, pourtant si bienfaisant selon eux. La plupart des dingueries de l'histoire ayant plus ou moins directement attrait avec le capitalisme, à commencer par les 2 guerres mondiales. Esclavagisme, commerce triangulaire, colonialisme et conquête territoriale, conflits armés pour les ressources, j'en passe et des meilleurs. Tout cela joyeusement agrémenté de massacres en tout genre, assez régulièrement. Au passage, comme dit la formule, suivez les pipelines pour comprendre l'histoire des interventions des Occidentaux. En France seule, jusqu'à récemment, les morts au travail s'élevaient à plus de 300 tous les ans, chiffre visiblement passé à plus de 500 désormais depuis 2 ou 3 ans. Vive le capitalisme dérégulé, vive les cadences toujours accrues et la pression continuelle exercée par les tenants du capital pour cracher des profits toujours accrus. Ici, on ne s'indigne que des morts au travail et du travail. Pas de celles indirectes donc. Amiante, burn-out et tout un tas de choses pouvant se greffer pour plus que largement augmenter les chiffres que je vous ai proposés. Que dire des morts dans la rue, de la rue? Les gens morts de faim, de froid, de solitude, de désespoir. Les famines, dont certaines du fait de choix politiques se matérialisant en embargo, etc., etc., etc. Donc, si on devait se lancer dans des calculs morbides, pas sûr que le capitalisme en sortirait grandi aux yeux du plus grand nombre. Dans les médias, on a beau nous vanter les sociétés capitalistes comme le paradis sur Terre, pourtant il n'en est rien. Et bien des signes nous laissent penser que c'est assez souvent tout l'inverse. Capitalisme sous perfusion et assistanat. Le capitalisme de nos jours est de plus en plus subventionné. Auparavant, et cela se poursuit toujours de nos jours, les marchés publics contribuaient plus que de raison au succès économique des grosses entreprises. Aujourd'hui, on est passé à l'étape d'après. Pour s'en convaincre, la seule évocation du CICE résume bien mes propos. Des milliards et des milliards comme s'il en pleuvait. Sommes monstrueuses versées sans contrepartie et dans une complète absence de fléchage. Sommes qui aboutissent en fin de compte, en quasi-intégralité, dans les poches des actionnaires. Actionnaires qui auront eu pour seule contribution le fait d'être bien nés, avec un patrimoine bien garni. Aussi, la très très large majorité des pays dans le monde sont à tendance capitaliste, et il convient de rappeler que la dette de tous les pays explose, ainsi que, dans le même temps, les inégalités. En particulier à l'aune du démantèlement des États. Si le système capitaliste était indépassable et fonctionnait, dès lors, on devrait avoir des pays dans des situations financières de bonne facture, ainsi qu'avoir de la prospérité pour tous. Ceci au lieu de pays riches endettés au-delà du raisonnable et de l'acceptable, et de situations sociales déplorables. La réalité est tout autre, ce modèle économique carburant à l'exclusion et à l'exploitation de certains au profit d'autres. Un capitalisme destructeur. Bien évidemment, le plus important reste à être exposé, la destruction de la planète et du vivant. On parle de nos jours d'anthropocène, que certains renomment non sans raison capitalocène. À juste titre, me semble-t-il, tant l'impact de ce système économique et du mode de production qui lui est associé est grand. On constate comment certains types de sociétés sont loin de produire les mêmes ravages que ce système basé sur l'accumulation, le profit et dont le socle est la surconsommation et le gaspillage. Capitalisme rime avec cynisme. Comment ne pas en venir à cette conclusion alors qu'on est conscient que, dès les années 70, la marque Coca-Cola avait effectué une étude sur les impacts environnementaux? Que les conclusions de celle-ci étaient limpides. Le format bouteille de verre, aussi longtemps que recyclé à 15 reprises, était le processus le plus écologique et le plus soutenable sur du long terme, selon les connaissances de l'époque.
Sachant cela, la firme multinationale aura tout de même opté pour une politique d'abandon de la bouteille en verre et forcé l'utilisation des matières plastiques. Choix contribuant assez largement au désastre qu'on connaît de nos jours. Jean-Luc Mélenchon martèle les méfaits du plastique, la formation d'un continent supplémentaire et l'avenir des plus lugubres qui se profilent pour la mer Méditerranée, si on ne bifurque pas. Mer qui contiendra plus de plastique que de poissons à un horizon prochain. 2030, si mes souvenirs sont bons. Pour clore cette partie, il est de bon ton, je pense, de rappeler qu'on vit la 6e extinction de masse et que nombre d'espèces ont d'ores et déjà disparu. Sans oublier que d'autres sont plus que menacées d'extinction à plus ou moins long terme. Voilà pour tordre le cou aux convolutions manichéennes du monde médiatico-politique. Ciblons quelques thématiques choisies. Capitalisme et efficacité, socialisme et irréalisme. Nos adversaires ont beau tenter de nous faire gober que le capitalisme rime avec efficacité, autant que socialisme et socialisation sont irréalistes, cela n'en fait pas des vérités pour autant. Souvent, le prisme de la droite est celui du coût, les systèmes socialisants ou collectivistes étant dépeints comme dispendieux, comme inefficaces aussi. Dans les faits, c'est non seulement discutable, mais on peut même prouver l'inverse, déjà parce que nombre de tartufferies jonchent les raisonnements de nos adversaires. Je n'y reviens pas, je vous ai montré comment la dette a été creusée comme jamais sous les gouvernements de droite. Nous, en tant qu'insoumis, on sait que la concurrence que se livrent certaines entités implique des budgets de fonctionnement bien plus importants. Que les sommes en question sont répercutées sur les clients, la tarification des services, bien sûr, mais pas que. Les compagnies ayant recours à des campagnes de publicité ou marketing visant à nous présenter le produit vendu comme meilleur que celui des concurrents. On peut assez rapidement en venir à des montants considérables, voire exorbitants. Le cas des spots TV est éclairant concernant les coûts engagés. Autant d'impôts indirects venant du privé qui n'indignent pas nos experts de plateau, évidemment. Eux ne faisant pas de politique, hein. En outre, les frais de fonctionnement ne se cantonnent pas uniquement à tout ce qui a attrait à la promotion du produit ou du service. J'en prends pour preuve le système des mutuelles, complémentaires santé ou assurances complémentaires, venant se greffer à la sécurité sociale. Comme mentionné dans les travaux de Nicolas da Silva, la multiplication des organismes auxquels s'adresser implique une multiplication de cartes d'intervention humaine sur les dossiers, donc d'interactions à prendre en compte. Interactions qui, ne rêvons pas, sont facturées. Précédemment, avec la sécurité sociale, tout était adressé à un même endroit, à une structure en situation de monopole en quelque sorte, et donc n'engendrant pas de coûts extérieurs. De plus, la sécurité sociale n'étant pas un acteur privé, la rentabilité ou les profits ne constituent pas des matrices du fonctionnement du système. Aucune raison de surfacturer donc, plutôt d'avoir des prestations estimées à leur juste valeur. Pour en terminer avec le système médical ou de santé, on peut dire que ce qui se passe depuis quelque temps est un phénomène alarmant qui nous démontre les dérives de la gestion capitaliste et de la privatisation. Comment ne pas ressentir une forme de colère alors que des gens passent une vingtaine d'heures sur des brancards aux urgences, que d'autres en viennent, au final, par décéder, que des villes voient les urgences fermées partiellement ou définitivement, que des femmes enceintes doivent effectuer des trajets très longs pour pouvoir accoucher. On notera les bienfaits incontournables des profits mis au centre de tout. On a aussi des exemples significatifs avec l'eau ou le rail. Exemples qui nous font en venir à la conclusion que la gestion par des régies ou des services publics sont infiniment plus souhaitables et efficaces que la gestion privée et la recherche de profit et rentabilité qu'elle suscite. L'eau, un bien commun. Plus que jamais, c'est devenu une question majeure et certains commencent à réaliser comment cette question est cruciale. On sait tous que l'appât du gain est central dans le système dominant. L'accaparement en vue de profit aussi. Qu'ils sont des plaies pour ce secteur. Je vous renvoie à ces récits de marques d'eau minérale privatisant les sources et privant les populations d'eau au besoin quand les gros sous l'exigent. On a tous en mémoire ce scandale autour des golfs qui montre l'option sociale privilégiée par nos dirigeants. N'en déplaise à la toutocratie médiatique. On ne va pas faire comme si on ne savait pas qu'une bonne gestion de telles ressources était liée aux infrastructures. La situation aux Antilles ou dans beaucoup d'autres coins du pays nous font la démonstration que mettre l'eau dans les mains du capitalisme et du privé équivaut à mettre le service en danger, de même que la vie des usagers parfois. Là-bas, les gens ingèrent littéralement des matières fécales du fait de la mauvaise qualité de l'eau quand elle est acheminée. Tout aussi grave, en Guadeloupe, les enfants sont privés d'école en raison d'écoles privées d'eau, justement. Partout, des constats terribles et alarmants sont rapportés.
Des députés de la Réunion pointant du doigt la pénurie et la possibilité de se doucher seulement un jour sur 3. Macronistes et autres droitardés ont bon en rire, c'est aussi catastrophique que navrant. Pire encore pour la 7e économie mondiale, et lorsqu'on apprend qu'un pourcentage très important de cette ressource est perdu, du fait de canalisations défectueuses. Fait tristement commun, pas seulement dans les territoires ultramarins, mais en métropole également. Ceci n'étant pas lié au caractère insulaire. On ne va pas se voiler la face ou jouer les hypocrites. On sait de quoi est fait le modèle capitaliste. S'étonnant cherchant à faire des profits, mais dans le même temps à s'exonérer des investissements coûteux, généralement laissés à la charge des collectivités. La fameuse privatisation des profits et socialisation des coûts. Fondement sur lequel est basé tout le système. De ce côté, dans tous les secteurs, c'est une rengaine identique. Le rail, un exemple parlant. Transition parfaite pour parler du rail. Il va sans dire que les milliers de kilomètres de rail coûtent cher à entretenir et que c'est un coût plus que conséquent. Comment s'imaginer un secteur aux mains du privé réalisant les travaux indispensables à un bon fonctionnement? Dans la logique de l'argent roi, cela n'existe tout simplement pas. Petit insiste qui a son importance. Au Royaume-Uni, sous la guidance de Margaret Thatcher, le rail a été privatisé et le bilan est très symptomatique. Rail et réseau ferroviaire dans un état pitoyable, déraillements de trains très fréquents, etc., etc. Et devinez quoi, ils sont en train de faire machine arrière devant la catastrophe encourue. La locomotive britannique allant tout droit dans le mur, si je puis dire. De plus, on tente de nous faire passer une libéralisation des chemins de fer comme une chose souhaitable. Mais le profit étant le but ultime, on sait que cela se fera au détriment de la qualité du service, et que les prix ne vont pas tirer à la baisse, contrairement à la récurrente promesse. On a vu ce que la concurrence libre et non faussée donnait, avec les énergies. Dans la santé, on n'a pas constaté non plus de bienfaits concernant les prix des traitements et prestations. De surcroît, on nous vend plus de choix, ce qui est une farce intégrale. Comment s'imaginer qu'un service à but, dès lors lucratif, conservera des lignes peu rentables mais utiles? Ou encore que des lignes seront créées pour désenclaver des régions, si le profit n'est pas au rendez-vous? J'ai entendu parler de cette histoire absolument incroyable de ligne au Japon qui continuera à fonctionner pour une seule personne. Je ne dis pas qu'il s'agirait d'une bonne idée de généraliser un tel modèle, loin de là. Par contre, ne pas faire de la rentabilité ou du profit l'alpha et l'oméga, cela me paraît évident. De même que de ne pas vouloir transformer un service en chose rentable plus qu'utile. Ce n'est pas son essence, pas ce pourquoi c'est prévu. Dans les faits, en réalité, on a déjà vu des phénomènes à l'œuvre. Comme le tout TGV, qui laisse entrevoir le modèle global. Cette extension résultant en l'abandon de nombreuses lignes moins fréquentées, moins génératrices de gains financiers. Pour finir sur ce point des chemins de fer, on nous fait miroiter davantage de trains dans un système aux mains du privé. Mais qui peut être assez bête pour croire que multiplier les compagnies va aider à mettre plus de trains en circulation, alors que tous seront censés emprunter les mêmes rails? Il y aura juste un partage des time zones, et des coûts qui seront encore reportés sur la SNCF, qui, tiens donc, paraîtra inefficace, bien sûr. Il n'y a qu'à écouter des syndicalistes du rail, comme Agnès Kezib ou Béranger Cernan, pour s'en convaincre. On a tous vu ce que les autoroutes et aéroports donnaient comme dérive, une fois placés dans les mains du privé. Ce n'est pas sans rappeler que, justement, certains secteurs doivent impérativement être sortis des mains du privé, doivent être des monopoles d'État ou collectivisés, pour qu'ils soient gérés pour le bien de tous. Ça tombe bien, c'est justement ce que prévoit l'AEC. Petit clin d'œil programmatique. Le logement social pour savoir où vous habitez. Voilà un secteur où les abus et dérives ne manquent pas. On a tous en tête les marchands de sommeil. Personnes qui profitent de leurs biens et de la nécessité d'autres personnes de s'offrir le droit essentiel d'avoir un toit sur la tête. Individus ou entités qui vous vendent des biens délabrés ou mal entretenus à des prix au-delà du raisonnable. Si cela peut se produire, c'est avant tout du fait de la pénurie consciemment organisée ou encore par les nombreuses attaques spéculatives. Comment certains manipulent pour faire monter le prix des logements dans certaines zones. Comment d'autres contreviennent aux lois et préfèrent éventuellement payer des amendes que de créer des logements sociaux. Plus le logement est difficile d'accès, plus il devient rare et s'avère donc à valoriser. Entendez donc un outil de rémunération conséquent pour les possédants, une marchandise source de revenus importants, voire la création de sortes de monopoles. Fait plus que nécessaire à avoir en tête, alors que nos adversaires mettent constamment les petits propriétaires d'appartements alloués en avant, la quasi-intégralité du parc locatif est concentrée dans les mains de multipropriétaires,
qui ont au-delà de 5 biens en leur possession. Et parfois bien plus. Nul besoin de le mentionner. La majeure partie du parc étant possédée par 3,5%. Le monopole dans les mains du privé est aussi nocif que celui-ci est appréciable dans les mains du public. Agriculture, une terre à socialiser. Pour moi, cette section est plus une incise qu'une véritable partie que je souhaite développer. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais je souhaite mettre quelques petites choses en avant. La socialisation existe déjà dans ce secteur. Des coopératives s'étant créées afin de permettre à des fermes de mutualiser certains achats indispensables à leurs activités, et donc d'éviter une partie de ce qui constitue des investissements colossaux et très souvent irremboursables pour les fermiers ou agriculteurs. Une socialisation démocratisée dans ce domaine, si je puis dire, serait souhaitable à bien des égards. Premièrement, car les investissements des gens qui produisent les denrées alimentaires pourraient être pris en charge par la collectivité. Ensuite, on pourra envisager un monde où les paysans, fermiers, agriculteurs, exploitants, travailleurs agricoles pourraient prendre plus facilement du repos et partir en vacances, etc. Ainsi que d'avoir plus de stabilité et moins de pression. Car pour finir, on peut dire que cela pourrait être rendu possible par le fait d'assurer des débouchés, notamment par le biais des collectivités, assurant aux intéressés de pouvoir écouler leur production de façon aussi locale que possible. Les écoles, etc. étant des structures, par exemple, très intéressantes de ce point de vue. Permettre aux élèves de bien manger étant aussi une façon de préparer l'avenir du pays, d'écouler les productions et de fonctionner en circuit court, tout en ayant un impact limité sur la planète. Ce n'est pas l'unique initiative qui plus est. Les travaux du réseau Salariat sont des plus intéressants, et notamment leur idée de sécurité sociale de l'alimentation. Je vous invite à approfondir vos connaissances sur le sujet en consultant leurs travaux. Bernard Friot est définitivement l'intellectuel organique de la gauche. Enfin, avec un certain Jean-Luc, dans un autre registre. Ma conclusion est simple. Socialisation et collectivisme sont vainqueurs par chaos technique au premier round et décrochent la médaille d'or. Voilà, je vous propose de clore ici ce podcast. J'espère vous avoir donné à réfléchir sur le sujet, voire avoir contribué à vous montrer que le capitalisme n'est pas un horizon indépassable, contrairement au discours de l'officialité. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Pour ma part, je vous donne rendez-vous bientôt avec un nouvel épisode de Nico, un point c'est tout. Merci de votre attention.